C'est-à-dire que la crise se manifeste donc d'une façon plus aiguë aux États-Unis, parce que c'est aux États-Unis que sont concentrés tous les aspects, toutes les contradictions et aspects de la crise impérialiste. C'est une crise coloniale. Les États-Unis dominent les Africains, le Mexicain, qui sont les indigènes qui parlent espagnol, et les autres indigènes donc, des États-Unis, comme les Cheyennes, les Sioux, les Apaches, etc. Que les Américains ont presque anéantis, exterminés. Il y a la crise climatique, il y a la crise des rivalités entre les États-Unis et la Chine. Hein. Donc, cette compétition qui a commencé bien avant l'arrivée de Donald Trump. Et c'est-à-dire que s'il y a une crise dans le monde quelque part, soyez sûr que les États-Unis sont impliqués pour la simple raison qu'ils sont à la direction du système capitaliste parasitaire et que les États-Unis comme pays, comme nation opprimante, ont été créés bien sûr par l'esclavage colonial. Sans l'esclavage colonial des Africains, sans le vol de terres donc des indigènes des États-Unis, il n'y a pas des États-Unis. Et vous imaginez sans les États-Unis, comment est-ce que le commerce mondial et voire même l'existence du capitalisme donc, tel qu'on le connaît n'allait pas être la même. Donc tous les aspects, concurrence militaire, concurrence financière, on voit sur les États-Unis que ceux qui sont concentrés Wall Street, par exemple, la bourse de New York, tout ça. Tu ne peux pas parler du Fonds monétaire international sans parler des États-Unis. C'est les dollars qui dominent le monde. C'est tous les aspects. Tous les aspects. C'est pour ça que la crise aux États-Unis est très importante. Et pour ceux qui avaient pris le temps de nous suivre hier, nous avons parlé de la crise de l'impérialisme aux États-Unis, l'accentuation de la crise. Et juste en résumé de ce qu'on avait fait hier, c'est clair que les États-Unis et tous les pays parasitaires ne peuvent plus gouverner comme par le passé, ça c'est sûr, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus gouverner comme par le passé. Donc, non seulement ils ne peuvent plus gouverner comme par le passé, mais aussi le peuple opprimé à travers le monde entier ne veulent plus être gouvernés comme le passé. Nous refusons cela. Nous refusons d'être gouvernés comme par le passé. Et la chose la plus importante, c'est que nous, dans le Parti socialiste africain, c'est une organisation donc de prolétaires africains du monde entier, créée par Chairman O'Malley, cité là aux États-Unis, en Floride. C'est une organisation qui met à la disposition de tous les Africains qui veulent mettre fin à la relation parasitaire qui existe entre la nation africaine et la nation opprimante blanche, parce que les États-Unis, la France, les Angleterres ne sont pas, premièrement, ce qu'ils disent, parce qu'ils se définissent eux-mêmes comme des démocraties. Non, c'est pas ça. On, on ne définit pas quelqu'un par ce qu'il pense ou ce qu'il dit de lui-même, mais par ses relations avec les autres, particulièrement par rapport à l'économie politique. Et si on regarde l'économie de la France, l'économie de l'Allemagne, l'économie de la Grande-Bretagne, l'économie des États-Unis, du Canada, etc., c'est-à-dire l'ossature de l'économie capitaliste parasitaire, vous allez vous rendre compte que cette économie s'assoit à son origine, et c'est ça le point le plus important, à son origine, dans l'esclavage colonial, c'est-à-dire qu'on a réduit l'Afrique et ses enfants à l'esclavage. Et cet esclavage-là a produit des ressources énormes, énormes. Et ces ressources ont constitué ce qu'on appelle le start-up capital. Hein, c'est le capital qui a créé le capitalisme. Et ça, c'est très important de comprendre ça. C'est ça la signification des Africains qui viennent des Antilles, de Haïti, des États-Unis, du Brésil, de Jamaïque. Ce n'est pas juste les Africains, non. C'est eux qui sont le premier responsables et les premières victimes aussi de la naissance du capitalisme. Donc, juste pour dire que nous comprenons cela, et c'est pour ça que nous avons créé cette organisation pour contribuer à, à, à l'accentuation, au pourrissement de cette crise, pour empêcher que cette crise soit résolue à nos dépens. On ne veut pas que la crise soit résolue à nos dépens. Et c'est ça qui est important. Okay?
Donc, je m'appelle Louis Kinshasa et je suis le secrétaire général de l'Internationale socialiste africaine. Comme j'ai dit, c'est une organisation créée par Tchema Malisela. C'est le révolutionnaire de notre temps, depuis plus de 50 ans. Il n'a fait que ça. Il n'a fait que résoudre des problèmes qui ont été laissés par Kwame Nkrumah, Malcolm X, Lumumba et les autres grands leaders africains non résolus. Hein. La question de l'idéologie, la question du rôle de blanc, à la question de quelle classe sociale doit diriger la révolution africaine, etc. etc., etc. Donc, c'est vraiment important. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons voir un peu deux aspects. Les violences électorales en Afrique et aussi, donc, on va faire un peu le point. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un programme, une émission sur le Covid-19, donc on va donc parler de ça. Alors, en ce qui concerne les violences électorales en Afrique, vous savez tous, quand il y a élection en Afrique, c'est sûr qu'il y aura mort d'homme. Mort d'homme. Les hommes et les femmes, les jeunes vont être tués. Peu importe si les candidats au poste donc, présidentiel ou du Premier ministre ou de membres de parlement, etc., même s'ils se déclarent pacifistes. Mais nous savons tous, pendant les élections, il y a mobilisation des groupes, des milices payés, des fois corrompus, à qui, aux dirigeants qui se disputent donc le poste ministériel ou présidentiel ou parlementaire. Nous le savons tous. Et que pendant les campagnes électorales, il y a ceux qui veulent protéger leur voix, ne permettent pas à d'autres groupes politiques, à leurs opposants, de venir dans leur quartier. On les intimide. Même s'ils disent tous les jours qu'ils sont pacifistes. Ça, c'est juste une façon de dire, c'est pour la presse, tout ça. Mais en réalité, c'est pas comme ça. En réalité, donc, il y a des intimidations de toutes sortes. De toutes sortes. On menace des gens, l'argent circule, il faut payer des voix, il faut acheter des influences, etc., etc. Les élections en Afrique, ce n'est pas la guerre des idées comme nous le faisons. Ce n'est pas des discussions des programmes. Vous demandez à la majorité de notre peuple, dans n'importe quel pays, s'ils connaissent les programmes, s'ils ont étudié les programmes, donc du candidat qui soutiennent, dans la plupart des cas, la réponse est non. Est-ce qu'ils ont étudié les programmes? Est-ce qu'il y a eu explication? Est-ce qu'il y a eu des débats, des vrais débats, des débats de fond sur le programme des candidats? Non. Souvent, c'est autour de la personnalité. Les leaders de musulmans, les leaders de chrétiens, les leaders des gens du Nord, les leaders des gens de l'Est, de l'Ouest ou du Nord ou du Sud, etc., etc. Les leaders de telle tribu, c'est notre tour, c'est le parti de telle tribu. On ne dit jamais en Afrique, et même si le parti porte un nom démocratique ou un nom socialiste ou un nom, je ne sais pas quoi, mais en réalité, il n'y a pas débat des fonds. Un débat vraiment qui examine les choses vraiment en détail, en profondeur. On veut comprendre les grandes orientations de chaque candidat. Hein. Si on appliquait son programme, quel pourrait être le résultat? Mais en général, les candidats en Afrique sont les principaux candidats. Celui qui mobilise les forces de l'opposition et celui qui est au pouvoir sont des candidats pro-capitalistes. Ils sont tous en faveur du système capitaliste parasitaire. Et nous insistons sur ces relations-là. Quand on dit capitalisme parasitaire, on insiste. Parce que la plupart des citoyens des pays, des nations opprimantes, comme le Japon, la France, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, etc., l'expérience du capitalisme, ce n'est pas notre expérience. On n'a pas la même expérience. Notre expérience du capitalisme parasitaire, c'est d'abord comme ce que Karl Marx a appelé l'accumulation primitive. C'est dans le bateau d'esclaves, c'est dans le prison en Afrique comme captive, pour être mis dans le bateau, pour être déporté, transféré contre notre volonté dans des conditions de génocide dans les Amériques.
Notre expérience du capitalisme, c'est à la naissance. C'est la naissance. Nous avons enfanté. Hein, l'esclavage colonial des Africains a enfanté ce qu'on appelle le capitalisme. Quand nous sommes devenus des captifs, il n'y avait pas de capitalisme. Vous voyez, il faut bien comprendre cela. C'est-à-dire que il y a une relation, nous avons une relation différente. Les Blancs, leur relation, c'est au niveau de la consommation. Ils consommaient ce que nous avons produit. Et le système capitaliste a été créé comme un système pour faciliter la consommation, développer la consommation pour les nations opprimantes. Alors que nous, les capitalistes, ce n'est pas né comme un système pour faciliter la consommation, mais plutôt pour nous priver, pour nous séparer de ce que nous avons produit contre notre volonté par la force, par la violence. Vous voyez? Donc, nous, notre rencontre avec la violence, c'est dès le départ. Parce que le système capitaliste est né par la violence. Hein? Le vol des terres des peuples d'Amérique et d'Australie, de la Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Zélande, de tous ces pays-là et de toutes ces îles-là dans le Pacifique, ce ne sont pas des actes pacifistes, c'est par la violence. C'est par la violence, à coups de canon. C'est par la génocide. Vous voyez? Donc, si on revient dans les élections pour le partage du pouvoir, c'est juste un processus, c'est juste un aspect du même processus de maintenir les Africains dans l'asservissement, dépouiller les Africains de ce qu'ils ont produit et appauvrir les Africains, parce que nous, dans notre relation avec ce système, c'était pas pour se faire payer, c'était pour ne pas être payé. C'est comme ça que nous sommes entrés en relation avec le système. Donc, quand on ne paye pas les gens au Congo ou en Guinée ou en Afrique du Sud, ou quand on travaille clandestinement, on n'a pas de papier en France. Mais l'origine, ça, c'est depuis la capture des Africains, il y a presque 6 siècles, hein, que les Africains ont une relation avec les agresseurs venus d'Europe où les Africains sont forcés de travailler gratuitement. Donc, quand on travaille en Europe, on est sous-payé, ça n'a pas commencé là. Il y a toute une histoire. Ça ne fait que confirmer cette relation que nous avons. Vous voyez, donc c'est une relation parasitaire. Nous sommes dans une relation qui ne profite pas à l'Afrique, qui ne profite pas aux Africains. Et c'est impossible que ça profite aux Africains collectivement. C'est pour ça que le succès des Noirs est toujours un succès individuel. C'est le président, c'est le premier ministre, c'est le directeur général, et ça c'est un succès individuel. Pour qu'il y ait succès collectif, il faut absolument mettre fin à cette relation-là. Parce qu'il faut qu'on produise pour nous-mêmes. Il faut qu'il y ait une accumulation de richesses pour l'Afrique, pour nous-mêmes. Alors pour l'instant, l'Afrique ne peut pas réaliser ce qu'on appelle l'accumulation de richesses, c'est-à-dire un développement autonome, autocentré. C'est-à-dire qu'on se développe comme dans l'ancienne Égypte, hein, donc on produit pour nous-mêmes, on se développe pour nous-mêmes, etc., etc. Nos richesses ne sont pas volées. On accumule l'expérience, on accumule le savoir, on accumule sur tous les aspects des richesses énormes. On se développe. On change de quantité matérielle à une vie plus qualitative parce qu'on a beaucoup accumulé. Plus on accumule, plus la qualité de vie change aussi. On a le temps de faire tous ces travaux-là. Et ça, c'est vraiment important, les Africains, de comprendre ça. Donc, on a une relation de violence dès le départ. Une relation de violence dès le départ. Donc, la relation de violence que nous voyons pendant les élections, c'est juste une continuité. Ce n'est pas nouveau. Parce que les gens qui se disputent le pouvoir, c'est pour maintenir un système violent. Donc, la violence ne commence pas pendant les élections, hein, bien que les élections n'aient fait que capturer un aspect, parce qu'il y a des caméras, tout le monde est concerné, tout le monde est mobilisé, etc. Donc, et les violences, ils sont filmés, etc., etc. Alors que la violence, c'est tous les jours. On meurt de toutes sortes de maladies guérissables en Afrique. On mange une fois par jour si on a la chance de manger tous les jours. Si on a la chance de manger tous les jours. On est pauvre. Tout le monde le sait. Hein, si tu regardes tout film que tu veux, toute image que tu veux sur l'Afrique, c'est comme si c'était sur une autre planète. Les gens ne sont pas payés. Les gens portent des habits très pauvres. On vit dans des maisons très pauvres.
dans le bus, même pas de bus dignes de ces noms. Les routes sont presque inexistantes, etc., etc. La jeunesse est abandonnée et les présidents construisent ou achètent des maisons en Occident, etc. Ils roulent dans des voitures de luxe, etc., etc., etc. C'est ça l'Afrique. C'est ça la petite bourgeoisie. Et on veut mobiliser le pauvre pour que les pauvres s'entretuent pendant que les factions à qui se disputent le pouvoir, ils se respectent entre eux. C'est pour ça qu'il y a souvent, je ne sais pas comment appeler ça, il y a des transferts. Hein. Il y a des gens d'un tel parti, s'ils se rendent compte qu'ils vont perdre le pouvoir, ils quittent ces partis pour aller dans un autre parti. C'est courant en Afrique. Les gens qui étaient chez tel leader, dès qu'ils ont perdu le pouvoir, changent. Dès qu'ils pensent que l'autre, c'est l'autre qui va gagner, les gens changent les camps. Parce qu'ils représentent la même classe. C'est la même classe. C'est la même classe. Vous voyez, et c'est vraiment donc important. Et qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de vous dire que pour changer, une des premières choses qu'on doit faire, nous devons aider notre peuple africain, dans tous les pays africains, à devenir conscient de ses propres intérêts. Nous, les travailleurs, dans les mines, dans les mines d'uranium au Niger, dans les mines de cobalt au Congo, dans les champs de pétrole au Nigeria, etc., ou dans les mines de bauxite en Jamaïque, etc., nous n'avons pas les mêmes intérêts que les Sassou, les Nguema, les Kabila, les Souma, etc. Et Obama, on n'a pas les mêmes intérêts. Les intérêts des Obama et des Zouma et des Sassou et tous ces gens-là sont liés au succès de l'oppression et de l'exploitation de l'Afrique par les nations opprimantes. Leur loyauté, ce n'est pas envers nous. Leur loyauté, c'est envers les sociétés dites multinationales qui sont là pour nous appauvrir parce qu'ils prennent tout et ils vont enrichir leur pays. Oui. Et ceux qu'on appelle leaders en Afrique sont là pour maintenir ces relations-là. Vous voyez, et pendant les élections ne servent pas à grand-chose parce que c'est juste pour choisir qui va être le voleur pendant 5 ans ou 10 ans. Et si les voleurs se mettent d'accord entre eux, celui qui a gouverné pendant 5 ans peut laisser le pouvoir à l'autre, s'il se met d'accord. Si aussi les pouvoirs blancs interviennent et disent voilà, vous avez fait 10 ans, on a peur de la révolution, alors voilà, vous cédez à la place à un autre. Et c'est pour ça qu'on voit les Sassou, les Kagame, les Museveni s'éterniser au pouvoir. Parce qu'ils savent que les élections en Afrique ne comptent pas. Pourquoi les élections en Afrique ne comptent pas? Parce que le pouvoir du peuple n'est pas encore devenu indépendant par rapport à la petite bourgeoisie africaine. Les Africains, les masses sont à la remorque. Les masses ne font que suivre les leaders petits bourgeois qu'on leur a imposés. Ils n'ont pas accès à d'autres leaders. En Afrique, on n'a pas réussi à imposer un pouvoir de prolétariat. Il n'existait pas. Le pouvoir est partagé entre les multinationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, c'est-à-dire la bourgeoisie occidentale, maintenant aussi les Chinois, et les autres, avec les petits bourgeois africains. Cette alliance-là. Nous les masses, nous les prolétaires, nous les fils des paysans, nous les fils des soldats et policiers pauvres, nous ne les comptons pas. Parce qu'on n'a pas notre organisation. C'est ce que nous nous proposons ici. Créer notre propre organisation. Avoir notre propre philosophie qui va nous permettre d'identifier nos intérêts à nous qui sont non seulement différents, mais opposés et irréconciliables aux intérêts de la bourgeoisie blanche et aussi aux intérêts de la petite bourgeoisie. On n'a pas les mêmes intérêts. On n'a pas les mêmes intérêts. Donc, on ne peut pas être dans le même parti. On n'a pas le même programme et on ne peut pas avoir le même programme. Et ça, c'est absolument fondamental. Et on doit arrêter de dire que le problème, c'est nous-mêmes. Non, le problème, c'est la petite bourgeoisie qui a trahi le peuple, qui a trahi l'Afrique, qui a trahi Nkrumah, qui a trahi Lumumba, etc., etc. C'est ça le problème. Surtout les intellos africains. Ils ont tendance à dire que les problèmes des Noirs, c'est le Noir lui-même. Non, les problèmes des Noirs, c'est la trahison de l'Afrique, de la nation africaine par la petite bourgeoisie africaine. Ceux qui ont trahi Lumumba, ceux qui ont trahi Nkrumah, ceux qui ont trahi Sankara, ceux qui ont trahi Malcolm X.
ceux qui ont trahi le Panthère noir. Ce sont eux qui sont responsables de l'état actuel, parce qu'ils ont accepté les programmes de la bourgeoisie blanche d'anéantir notre mouvement anticolonial. Le mouvement voulait créer un gouvernement anticolonial. On lui a refusé l'opportunité de démontrer au monde entier ce que peut faire un gouvernement anticolonial. Qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé un coup d'État contre lui et on a réimposé un gouvernement colonial, c'est-à-dire pro-Occident, un gouvernement au service du parasitisme. Voilà 60 ans après, ce qui se passe au Congo et partout en Afrique. C'est ce que nous voyons partout. Les gouvernements pro-Occident, c'est-à-dire pro-colonialisme, pro-impérialisme, des gouvernements qui sont là pour obéir au pouvoir blanc. Pouvoir occidental, pouvoir blanc, c'est la même chose. On peut dire pouvoir occidental, pouvoir blanc, c'est la même chose. Comme on l'a vu, Donald Trump et Joe Biden. Joe Biden, c'est un démocrate, et Donald Trump, c'est un républicain. Mais ils représentent tous le pouvoir occidental, le pouvoir blanc, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux, comment résoudre la crise impérialiste. Et la crise impérialiste n'est plus contrôlée par eux, parce qu'il y a des facteurs qui ne contrôlent plus. Le succès de la Chine explique la crise de l'impérialisme. Le succès du Cuba explique la crise aux États-Unis, etc., etc. Et c'est important, ça. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires ou pas, mais en tout cas, je vais vous demander, comme d'habitude, vraiment de partager. Partager rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps, 30 minutes à peu près. Donc, on va en profiter pour parler maintenant du Covid-19. Donc, partagez, alertez vos amis. Moi, j'essaie juste de connecter sur Facebook pour voir un peu s'il y a des questions ou pas. Parce que je ne peux pas voir sur mon écran ce qui se passe. Dans la meilleure chose que j'ai pu faire ici, c'est... Non, je ne vois rien du tout. Je sais, hein, je ne vois rien du tout. Alors, comme je ne vois rien du tout, je vais continuer, hein, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Non. Alors, je ne sais pas. Voilà. Vous imaginez, aux États-Unis. Ok, c'est bon. Non, je ne vois rien du tout. Ok, là maintenant je vois ce qui se passe, donc c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc continuer. Et vous savez, en ce qui concerne bon, le Covid-19, je ne sais pas si les gens vont continuer à débattre s'il faut dire les Covid ou la Covid. Bon, moi, j'ai dit le Covid. Hein. Alors, il y a plusieurs choses ici. On a parlé de la crise de l'impérialisme. Et le Covid-19 aussi, c'est notre exemple concret de la crise de l'impérialisme. Quand nous disons crise de l'impérialisme, il y a plusieurs choses. Hein. Une des choses importantes, c'est que les dirigeants impérialistes en tête de la bourgeoisie américaine ne peuvent plus diriger le monde comme par le passé. On n'est pas en 1945, on est en 2021. Et entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait vu les États-Unis sortir de cette guerre comme une puissance donc colossale, comme la puissance dirigeante du monde parasitaire, capitaliste, etc. Et 2021, où on voit le pouvoir américain, le pouvoir occidental, challengé par la Chine. Et il y a l'Inde qui n'est pas très loin, il y a l'Iran, il y a le Venezuela, la Turquie et les autres pays qui veulent être indépendants, qui veulent que leurs intérêts soient pris en considération, qui ne veulent pas sacrifier leurs intérêts aux intérêts des États-Unis et des autres pays très traditionnels, parasitaires. Donc, les États-Unis ne contrôlent pas ça. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Vous avez tous vu
qui ne pouvaient pas contrôler. Ils ne pouvaient pas mettre fin à la crise de Covid. Vous avez vu, depuis février ou mars 2020 jusqu'à présent, dans un mois ou 2 mois, ça va faire une année. Vous voyez les nombres de morts. Hein? En Angleterre, c'est 80 000 morts. Hein? Donc, sur une population de près de, je vais avoir les chiffres ici, c'est dans les 66 millions de, c'est quoi la population de Grande-Bretagne, je crois que j'avais noté ça ici. Et vous regardez aux États-Unis, hein, où il y a 4 000 morts au quotidien. Ça, c'est énorme. Dans le pays technologiquement le plus développé, 4 000 morts. Et ils ont eu presque près d'un an pour s'organiser, pour, pour attaquer ces problèmes. 4 000 morts. Et ça, c'est par jour. Hein. Donc, ils ont dépassé 300 000 morts. Ça, c'est un chiffre colossal. Vous allez au Brésil, plus de 200 000 morts. Et je ne sais pas combien de morts au quotidien. Vous prenez un pays comme le Brésil, comme la Belgique. Si on compare ça, on compare le nombre de morts par million d'habitants, hein, pour chaque 1 million d'habitants, la Belgique se trouve en tête. Hein. La Belgique, il y a 1750 morts par million d'habitants. Hein, vraiment en tête, largement en tête. C'est-à-dire que c'est pire qu'aux États-Unis si on compare par million d'habitants. Et l'Italie, c'est 1000 morts, 1289 morts par million d'habitants. Au-dessus des États-Unis. La France est juste derrière, avec 1009 morts par million d'habitants. Et bien sûr, si tu compares, par exemple, à l'Afrique du Sud, c'est 561 par million d'habitants. Donc, c'est beaucoup moins. Si on compare à ce niveau-là. Et alors, si on compare, par exemple, en termes de pourcentage, par rapport à on compare le nombre de morts par rapport à la population donc, du pays, on a aussi des chiffres intéressants. Si on prend l'Inde, par exemple, il y a 151 000 morts en Inde. Et ceci représente 0,0,01. Vous voyez, 0,01. Ça, c'est pour l'Inde. Alors, si on prend par exemple l'Afrique du Sud, qui a une population vraiment qu'on ne peut pas comparer avec celle de l'Inde, parce que l'Inde, on parle d'1 milliard 300 millions d'habitants, avec 151 000 morts. Alors qu'en Afrique du Sud, c'est juste 57 millions d'habitants, à peu près 58 millions d'habitants. Il y a 32 425 morts. Et si on compare avec l'Inde, en termes de pourcentage, pour voir un peu le taux de fatalité ou de mortalité, c'est 0,05. Donc, c'est presque 4 fois plus, il y a 4 fois plus de morts à peu près, hein, pas loin de 5 fois, 4 fois, disons, plus de morts en Afrique du Sud qu'en Inde. Alors que l'Inde a plus de population que l'Afrique du Sud. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud pour qu'il y ait 4 fois plus de morts par rapport à la taille de la population? Ça, c'est un problème que nous devons donc nous poser. Et j'ai pris l'exemple de l'Afrique du Sud parce qu'en Afrique, l'Afrique du Sud et les chiffres sont les deux pays vraiment en tête, particulièrement l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? Bon, les gens ont plusieurs raisons. C'est un pays qui est beaucoup plus intégré dans l'économie parasitaire que le reste des pays africains. On consomme presque comme en Europe. Il y a beaucoup de voyages qui se font, c'est bien connecté, hein, l'Afrique du Sud, Cape Town et Johannesburg, avec l'Europe, les États-Unis, l'Asie, etc. Et ce qui fait que les gens, comme ils circulent facilement comme ça, donc ils véhiculent aussi, ils facilitent donc la propagation donc, du Covid. Alors, mais bien sûr, comme vous devez l'imaginer, la plupart des cas, c'est chez les Africains. Parce que les Africains en Afrique du Sud sont les plus pauvres, vous voyez. Et que les gens qui sont arrivés au pouvoir avec l'ANC n'ont rien résolu. Hein? La pauvreté en Afrique du Sud s'est aggravée, vous voyez. Et ça, c'est absolument important.
parce qu'on a caché dans les discours de lutte contre le racisme l'inutilité de ces slogans. Parce que la vraie question, ce n'est pas de lutter contre les idées d'un tête de blanc, mais plutôt d'avoir un pouvoir à nous, de sorte que personne ne peut nous faire du mal. Quand on a un pouvoir suffisamment fort, personne ne peut nous faire du mal. Et si les gens veulent nous faire du mal, ils doivent penser aux conséquences, parce que vous allez réagir grâce à votre pouvoir. Non, on ne s'est pas battu en Afrique du Sud pour avoir un pouvoir à nous, on s'est battu en Afrique du Sud pour intégrer les systèmes capitalistes. Et on a imposé les termes. Si vous voulez intégrer ce système-là, c'est-à-dire le division de la petite bourgeoisie, il faut que le blanc garde la terre. 87% de terre en Afrique du Sud, c'est entre les mains de blancs. Ça n'a pas changé. Et ça, c'est important. Alors, revenons au Covid-19. Tout a dit que l'Angleterre, c'est le pays donc, qui est vraiment en tête en nombre de morts en Europe ici, 80 000 morts. Donc, c'est beaucoup. Alors, c'est quoi, comment est-ce qu'ils réagissent? Ici, en Angleterre, les dirigeants pensent que la solution passe par le vaccin. Donc, ils sont en train donc, de vacciner. Alors, si je peux lire ici, c'est un article qui est paru dans Le Monde, dans le journal du Monde, donc aujourd'hui. C'est le Covid-19 dans le monde. Plus de 80 000 morts au Royaume-Uni. Le pape appelle à se faire vacciner. Ça, c'est le titre. Alors, ils disent, confiné pour la 3e fois, le pays s'est engagé dans une course contre la montre. Face à des hôpitaux au bord de la saturation, pour vacciner d'ici à mi-février, de plus de 70 ans, les soignants et les personnes vulnérables, soit environ 15 millions de personnes appartenant à une catégorie de la population où interviennent 88% des décès dus au Covid-19. Donc, 88% des décès dus au Covid-19, c'est parmi donc les populations, donc les catégories de population les plus de 70 ans, les soignants, le personnel soignant et les personnes vulnérables. Ceci pose des problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mis en place un système pour protéger cette catégorie des gens, alors que ça fait presque un an que ça dure. Vous voyez? Et tout le monde sait comment est-ce que le gouvernement ici prend une décision aujourd'hui, semaine après on change, hein, donc ça c'est connu. Alors, si on continue, alors, bon, en ce qui concerne les vaccins, donc ici, la reine d'Angleterre et son époux se sont fait vacciner. Ça, donc, c'est pour encourager les gens à se faire vacciner. Alors, le pape, hein, le chef des catholiques, aussi exhorte les gens à se faire vacciner. Donc, il a déjà pris rendez-vous, il a dit, il va aussi, lui, se faire vacciner. Ceci aussi fait partie de la crise du Covid-19. C'est-à-dire que les capitalistes n'ont pas d'autre solution que le vaccin. Et ça, c'est une question qui doit être débattue, mais ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été débattu dans la profondeur. On n'a pas donné d'autres alternatives. On n'a pas dit qu'on peut intervenir dans la vie des gens en proposant d'autres recettes ou thérapies médicales, d'autres solutions médicales, pas seulement le vaccin. On n'a pas donné cette chance-là aux gens. Les gens ne sont pas pris en charge. Les gens sont chez eux. Ils regardent des infos. On leur a dit de garder la distance sociale, mettre des masques. Et même pour mettre des masques, ils ont pris du temps. Et à un moment donné, les dirigeants en Europe disaient que le masque ne servait pas à grand-chose. Donc, on n'a pas vraiment vu une réponse cohérente du début jusqu'à la fin. C'est des tournures qui changent donc à plus ou moins donc, régulièrement. Hein, ils ont refusé, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. C'est lié au professeur français, Didier Raoult. Hein, donc, la chloroquine. Hein, la chloroquine, là, ils n'ont pas appuyé ça. Ils n'ont pas facilité des grands débats de fond. Est-ce qu'il y a d'autres mesures, il y a d'autres alternatives, etc. La bourgeoisie ne veut pas donc donner une alternative au vaccin. Pour la bourgeoisie, en général, la production majoritaire, c'est les vaccins. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Ça, c'est la production de la bourgeoisie. Et la bourgeoisie fait tout pour que cette production devienne la production de tout le monde. Ouais. Et la campagne des gens, la propagande est déjà en route, hein, la média contribue à cela. Donc, préparez-vous pour que quand vous allez au boulot, si vous n'avez pas de vaccin, c'est vous les mauvais citoyens.
pour monter dans l'avion, il faut avoir le vaccin. C'est-à-dire qu'on prépare, on fait une propagande hein, pour que ça soit la seule unique solution. Il n'y a même pas de débat, des discussions de fond. D'où est venu ces virus? Pourquoi maintenant? Qui a, qui a brisé l'équilibre écologique quelque part hein, pour que maintenant hein, on fasse face à quelque chose qui n'a jamais existé avant. Vous voyez, il n'y a pas de débat de fond, il n'y a aucune presse d'investigation qui s'implique à fond pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça a vraiment commencé en Chine, j'en sais rien. Mais, etc. Alors, maintenant, il faut voir aussi comment est-ce que les autres pays réagissent. Hein, parce qu'on va voir comment est-ce que nous, les Européens, nous devons réagir, comment est-ce que nous, les Africains, nous devons réagir. Alors là, je vais prendre l'Inde. L'Inde va lancer, ça c'est dans quel journal ça je vais pas, un peu mélanger mes papiers. Je crois que c'est le même article du journal Le Monde, je crois. C'est pas, je crois, oui. L'Inde va lancer une campagne massive de vaccination. Vous savez que l'Inde, c'est un pays colossal, hein, avec une population qui n'est pas loin de celle de la Chine. 1,3 milliard d'habitants. Donc, l'Inde va lancer le 16 janvier l'une des plus vastes campagnes de vaccination contre le Covid-19 dans le monde, afin de toucher d'ici à juillet 300 millions de personnes, a annoncé samedi le Premier ministre Narendra Modi. Le vaccin sera gratuit pour toute la population de ces pays de 1,3 milliard d'habitants. Vous voyez? Est-ce que vous avez entendu en Afrique un seul président dire qu'on va... je ne suis pas en train de dire que moi je suis pour ou contre le vaccin. Mais avez-vous entendu un président africain, un dirigeant africain digne de ce nom, dire qu'ils vont lancer une campagne de vaccination contre le Covid-19 gratuitement, sans aller quémander de l'argent à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international ou aux dirigeants impérialistes? Tous les programmes sérieux, importants en Afrique, passent par les ambassades, passent par la Banque mondiale, passent par le Fonds monétaire international, passent par la France-Afrique, passent par le gouvernement britannique ou américain, etc. Et ici, un président d'un pays, je ne suis pas en train de dire que moi je suis un supporter du président et du Premier ministre indien, non, je ne suis pas son supporter. Mais c'est un gouvernement qui travaille pour l'Inde. Ce n'est pas un gouvernement qui travaille pour l'Afrique ou pour d'autres pays. Il travaille pour leur pays. Et on n'a pas un seul président d'Afrique qui travaille pour l'Afrique. Pas un seul. Pas un seul gouvernement qu'on peut considérer comme anticolonial. Un gouvernement d'autodétermination. Ça n'existe pas. Alors que ce dont on a besoin, c'est un gouvernement d'autodétermination. C'est-à-dire un gouvernement dont le point de départ, c'est les intérêts stratégiques et fondamentaux de l'Afrique et du peuple africain. Alors que le président qu'ils ont en place en Afrique, leur point de départ, y compris les chefs d'opposition, leur point de départ, c'est servir les capitalismes parasitaires, servir l'Occident, servir la Chine, servir les autres. Pas seulement servir les autres, mais le servir contre l'Afrique, contre nous, alors qu'ils se réclament être les présidents et les premiers ministres, les chefs de gouvernement africains. Mais ils ne le sont pas. En pratique, ils ne le sont pas. Un grand continent comme l'Afrique, là où l'on est né, n'a pas de gouvernement légitime. Parce que pour être légitime, il faut être un gouvernement anticolonial. Anticolonial. Il ne suffit pas de dire qu'on a obtenu l'indépendance il y a 60 ans. Non, ça c'est juste des signatures sur papier. Mais dans la pratique, un gouvernement anticolonial, c'est un gouvernement qui ne transfère pas les richesses de l'Afrique vers l'étranger. Ce n'est pas un gouvernement qui opprime le peuple africain. Vous voyez? Et ça, on n'a pas ça. Ce n'est pas un gouvernement qui a des bases militaires étrangères chez nous. On n'a pas ça en Afrique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, il y a même les pays comme la Jordanie hein, qui autorisent le vaccin chinois, que je ne connaissais pas. Donc, il n'y a pas que les vaccins américains, les Pfizer, tout ça, ou le vaccin d'Oxford avec leur partenaire AstraZeneca, etc. Hein.
Il y a aussi donc le vaccin indien, Bharat Biotech, il y a le vaccin chinois, Sinopharm. Effectivement, il n'y a pas de vaccin africain. Parce que les présidents africains n'ont pas la vision africaine des choses. Les présidents africains ne sont pas là pour développer l'Afrique. Ils sont là pour enrichir leurs comptes en banque dans les pays étrangers. Ils sont là pour devenir des amis des nations opprimantes. Donc, ils n'ont aucune politique indépendante en termes de diplomatie, ou économie, ou militaire, ou politique. Rien du tout. Donc, il n'y a pas une vision scientifique et technologique pour faire de l'Afrique un continent, une nation indépendante. Ça n'existe pas. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de grandes pharmacies stratégiques africaines. Ça n'existe pas. Donc, de vaccins africains, ça n'existe pas. Moi, je ne suis pas en train de dire que je suis contre ou pour le vaccin. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'être autodéterminants, avoir le pouvoir de créer nous-mêmes nos solutions, y compris nos vaccins. On sait de quoi il s'agit, pourquoi on l'a fabriqué, quel est le contenu de ce vaccin et comment on va l'utiliser et quelles vont être les conséquences sur notre population. On est juste acheter chez les autres, surtout pas seulement acheter, mais vacciner les nôtres sans savoir exactement de quoi il s'agit. C'est irresponsable. Hein? Ils font leurs tests, ça c'est leurs tests. Nous devons faire nos tests aussi. Quels que soient les résultats qu'ils vont publier, on veut aussi confirmer ces résultats en faisant nos propres tests. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de président responsable en Afrique, indépendant. Quand je dis responsable, indépendant, anticolonial. On ne peut pas être colonisé et parler de développement. Le développement, c'est pour les colonisateurs. La France se développe tout le temps. Pourquoi? À cause de la relation que la France a établie avec les Africains. Les Africains travaillent, produisent et la France consomme. Les Africains produisent, travaillent, produisent contre notre volonté et les États-Unis se développent, etc. etc. C'est comme ça. C'est la relation vraiment coloniale qui vraiment définit chaque pays. Hein. Soit vous êtes une nation opprimante, dominante, soit vous êtes une nation dominée, opprimée. Et les deux sont liés. Les deux sont liés. Ils sont liés par l'économie mondiale. C'est une économie coloniale. Ce n'est pas une économie égale pour tous. C'est une économie où vous devez être soit la nation opprimante, soit la nation opprimée. Vous devez être soit la nation colonisatrice, soit la nation colonisée. Vous pouvez avoir des élections si vous voulez, mais les élections pour choisir celui qui va diriger la nation opprimée ou colonisée, ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est ce qui se passe en Afrique. Au lieu de changer notre relation avec les nations opprimantes et colonisatrices, nous on veut changer le président qui est là pour maintenir cette relation-là. Donc, peu importe le nombre de présidents qu'on va changer, rien ne va changer. Donc, il me reste, moins de 10 minutes. Alors, regardez, voyez comment les dirigeants des pays qui se respectent caractérisent ce qui se passe dans le monde, particulièrement le vaccin. Alors ici, j'ai un peu le message du président iranien ou du chef spirituel iranien, comme ils disent, les guides suprêmes iraniens. C'est comme ça que l'Occident l'explique. Je ne sais pas, moi je ne parle pas la langue iranienne. Je ne sais pas comment traduire exactement ce qu'il dit en français ou en langue africaine. Alors, Twitter, qui est une compagnie américaine, a supprimé samedi un message publié par le guide suprême iranien affirmant qu'il était impossible de faire confiance aux vaccins américains et britanniques contre le Covid-19. Vous voyez, ce n'est pas le racisme, c'est l'expérience coloniale. Les Iraniens ont été opprimés par les Américains et les Anglais. Donc, basé sur leur expérience, parce que beaucoup de sont le blanc, donc ce n'est pas un problème racial, parce que les Européens aiment toujours utiliser le mot, le terme, l'expression problème racial pour obscurcir la vérité. Alors que le problème n'est pas racial, c'est un problème colonial entre les colonisateurs et les colonisés. Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ne l'ont pas, ceux qui possèdent les autres pour s'enrichir aux dépens des gens qui sont dépossédés. C'est ça, la dynamique, c'est ça. Vous voyez, donc ils disent, il n'est pas impossible qu'ils veuillent contaminer d'autres nations. Alors que nous, les Africains, qui avons été
réduit en esclavage colonial pendant près de 6 siècles. Nous continuons à dire nos partenaires. On fait confiance comme si on n'a jamais été colonisé par le pouvoir occidental. Alors que les Iraniens, qui ont été opprimés aussi, mais moins opprimés en termes de durée que nous, basés sur leur expérience, bien qu'ils sont aussi des Blancs, beaucoup d'Iraniens, mais ce n'est pas la couleur de la peau qui est vraiment le premier facteur. Le fait que les Européens ont le pouvoir de nuire aux autres. C'est ça la question. Les Européens, les Américains ont le pouvoir de nuire aux Iraniens pour maintenir les Iraniens dans la domination, malgré le fait qu'ils sont dans la majorité aussi des Blancs, enfin un grand nombre. Vous voyez. Donc, il n'est pas impossible qu'ils veuillent contaminer d'autres nations. Donc, ils n'ont pas confiance aux États-Unis. Vous voyez. Alors, il va plus loin. Pouvait-on lire dans un message sur son compte Twitter en anglais? Vu notre expérience avec le sang français contaminé au VIH, le vaccin français ne sont pas dignes de confiance non plus. Ça, c'est une phrase que Sassou, Malik Sall et les autres Africains là, ne peuvent pas prononcer. Ils n'ont aucun sens de dignité. Ils ne peuvent pas. Mais l'Iranien le dit, parce qu'il est épris de sens de dignité, sens d'indépendance. Vous voyez. Et c'est ça aussi le problème que nous devons observer. En ce qui concerne cette question du vaccin. Pas seulement ce que les Européens pensent, mais ce que les autres peuples pensent, et quels sont les intérêts des Européens, et quels sont nos intérêts. Et vous savez que Pfizer et les autres, ils ne créent pas les vaccins pour sauver l'Afrique, pour sauver les Noirs. Ils créent les vaccins pour sauver leur propre vie et faire du pognon. Il faut être clair là-dessus. Vous voyez, pour faire du pognon. L'Iran qui a banni les vaccins Pfizer, BioNTech, Moderna et AstraZeneca, Oxford, sur le plan de ne pas pouvoir acheter les vaccins contre le Covid-19 à l'étranger à cause de sanctions américaines qui entraînent, selon Téhéran, un blocage des transactions au moment du paiement. Ils ne permettent pas à l'Iran de faire le commerce. Ils parlent tout le temps de free trade, liberté des commerces. Mais il ne permet pas au Venezuela et à l'Iran d'acheter librement des produits. Ils ont leur argent. Ils bloquent les transactions liées au transfert d'argent. C'est ça. Donc la liberté pour tous n'existe pas. Pour les États-Unis et les pays adhérents à l'OTAN, c'est la liberté de piller, liberté de mentir, liberté de faire ce qu'ils veulent, de s'enrichir au détriment de tous les colonisés. Vous voyez. Et ça, c'est absolument donc important. Alors, il y a bien sûr le vaccin chinois. J'avais déjà dit ça. Les Chinois, il me semble qu'ils ont 2 vaccins, parce que ce vaccin est important dans le sens que la vaccination, qu'on appelle ça, l'Organisation mondiale de la santé a mis au point un programme international qu'on appelle COVAX. Je n'ai pas encore étudié ça, mais il faudrait étudier ça en détail, voir un peu de quoi il s'agit. Et dans ce programme-là, ils comptent vendre le vaccin moins cher aux pays pauvres, comme ils disent ça. Quand nous disons pauvres, pays dominés, colonisés, parce qu'ils sont appauvris, ils ne sont pas pauvres, mais ils sont appauvris. Ça, c'est important. Et ils disent que ce vaccin est efficace, s'est montré efficace à 78% à 100% contre le Covid-19 lors des tests cliniques effectués au Brésil, c'est le gouvernement de l'État de São Paulo. Ça, c'est important. Donc, on va continuer donc, à parler donc, de ces Covid-19. Ce que je vais juste dire pour terminer, et ceci notre deuxième programme. On va revenir le lundi. Lundi, on va revenir sur ce qui se passe en République centrafricaine, c'est-à-dire les enjeux dans la compétition, si je peux dire, entre la France et la Russie en République centrafricaine. Et le mardi, on va faire une étude sur l'arrestation de Roger Lumbala du Congo en rapport avec en relation avec le rapport mapping. Et aussi, on peut dire par extension, la Cour pénale internationale. Je
crois que ça va être moins important. Donc, le lundi, les enjeux de la lutte pour contrôler la République centrafricaine entre la Russie et la France. Le mardi, donc, on va parler sur l'arrestation de Roger Lumbala en relation avec le rapport mapping. Et le samedi, on va faire un programme spécial sur le 60e anniversaire de l'assassinat du Patrice Lumumba. Donc, on arrive à la fin. Merci à vous tous. N'oubliez pas de partager. Et on se retrouve le lundi. Merci. Thanks, Adrian. I need the cough. Again? I think it's okay. I did quite well. Because any other questions? I didn't see the question. Were there questions? It's for me. Let me see. I didn't see any question. I see 5 comments, 13 shares. Pourriez-vous simplement vouloir que les contrats communautaires de soins sont simplifiés? Now you need to prepare it. Don't do it live because you will not be able to see if your French is understandable now. Comment pensez-vous que les gens qui ont pris l'assaut des bâtiments et la capitale ont endommagé la réputation de la mairie? I didn't see that because I saw your name. I didn't think you'd be asking questions. The first question you asked, the French can be understood, but the last one, people can understand that one. Okay. Yeah, but the first one, yeah, it's understandable. Okay. Yeah, it's a really question of planning. So we can plan the question. So I know you ask a question, look for it. You know, that's really good. Everything's organizing, you know. When I saw it, I thought, oh, that's Carragher. You know, but I didn't think Carragher will ask me a question in French. Well done. Okay. So next one is Monday. So Saturday we're going to do Lumumba in the morning and Lumumba on Friday evening. So you need to get a flyer for Africa Mass Unite, Lumumba in the morning. Well, okay. That will be done. Yeah. I think. So what was the title? What was the title? What was the title? Did you just say it? 60 years since the assassination of Lumumba. We need to see what else. What now? What now? What now? 6 years since the assassination of Lumumba. What now? That's big. You know? Yeah. Yeah, something like that. So no. You know, yeah, I'm glad we've done it. It was not I don't know how many people were attracted, but I guess it should be in the teens, maybe 10. I don't know. Yeah. I'm gonna because the most important is the IGPOP, the outreach work, and we are nowhere near doing something great. And I'm going to really do best to get a team, maybe Tito and David. That's what I should do every day. Tito speaks English. He has some rudiment of French. And, David speaks French. He has some rudiment of English. And I think the important thing is that they're specialists. They're specialists at things that they do. So
that explains really their that sort of putting them in that kind of position. Yeah, I think we need to do, because we really need to do that. Yeah, we need to do that. Do that. Okay, so what do you see? I want to see how many people watch it there. Well, how about I send you that report then? What report? I can look that up and get back to you. Oh, okay. Yeah, I'm not trying to see. Here we are. Here they see there. Did you put back the one from yesterday? I tried to upload it. Facebook said it had 2 hours, but that was a few hours ago, and it seems to Okay. sort of frozen. So I'm gonna have to try to re-upload it again. Okay. But I put it up on YouTube though. Okay, good. I can't see what we done just now. It takes a while, isn't it? It takes a little while sometimes to. Okay, that's cool. That's good. So next step is Monday. All we need to do is look at the agenda for tomorrow. I'm going to try to get the agenda straight away after the meeting, so I can chase people to do their reports. You should be doing your reports on what is it called? In terms of you've done flyers. You say you've done flyers. Whatever you've done, you should write it. And so we need to blah, blah, what's the plan for January in advance. We know everything you're going to do in January. You know what meeting you need. Yeah, I know it's not easy because you have to go to work, but we need to make everybody accountable. So we can move. We need to go forward. We need to move ahead. We can only move if we have people who contribute, like you do, right? No one else will come to a meeting. You know, you might not come to a meeting, but everyone knows what you're about. You want everyone to be accountable, everyone to shine by the work, not by their absence, right? Or the absence of the work. We don't want that. It's not good for anybody. Does it make sense? You're right. You're right. Yeah. Correct. Yeah, that's what we want to do. If you want to shine by lack of work, it shouldn't be in the body at all. And I'm not saying that because I'm against anybody. No, I'm not against anybody. I just want us to move. Yeah, it's depressing being stuck in the same place over and over again. It's depressing. So, and yeah, what is missing really is just I had to make our publicity. All the, you know, what we should do. We're doing it on Monday and Tuesday. On Monday, we should post something on the Facebook. You know, just to. We should get Twitter. All these things should be reinvigorated. Yeah. All right, comrade. I appreciate everything you do. So we'll be talking tomorrow. I will send the agenda for tomorrow, so people have a chance to really look at it, and I need to see what else needs to be done before the meeting. Probably I'll work out earlier and work out. So I'm going to stop and prepare going to bed. Okay. Thanks. Okay. Okay. All right. Welcome, right.